Bonjour, mise au point sur le clivage, c'est-à-dire sur les structures clivées et les structures pseudo-clivées. Donc là, je vais revenir vraiment à des choses de base. Si l'on part de la phrase I bought a new car yesterday, vous avez ici une phrase qui s'analyse très simplement en verbe buy plus ed, sujet de ce verbe le pronom personnel I, complément d'objet direct de ce verbe le groupe nominal a new car et yesterday c'est le circonstant de temps du verbe buy. On va parler de réagencement phrastique quand on utilise des structures dites clivées ou pseudo-clivées. À quoi servent les structures clivées ou pseudo-clivées? Elles servent en fait à mettre en relief un élément d'une phrase. Donc imaginons par exemple que je souhaite mettre en relief a new car pour expliquer à quelqu'un que c'est effectivement a new car que j'ai acheté et pas a new boat par contraste, parce que je suis dans une conversation polémique. Pour expliquer quelque chose qui a été mal compris, par exemple, je peux souhaiter me focaliser sur l'objet acheté. Et là, je peux avoir recours soit à une structure clivée, on les appelle aussi les clivés en it, soit à une structure clivée en WH, c'est-à-dire pseudo-clivée. Premier exemple, clivé en it, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les structures clivées. Ce sont des structures qui sont constituées du pronom impersonnel it, de be conjugué, de l'élément mis en relief, a new car, dans notre exemple, ce sera ce qu'on appelle le focus, ce sont des structures de focalisation. Donc, il y a un focus qui est mis sur a new car, qu'on veut mettre en relief le COD. Donc, je disais, une structure clivée, une clivée en it, est constituée d'un it, d'un be conjugué, du focus et d'une proposition, qui est une proposition soit en that, soit en WH. It was a new car that I bought yesterday, not a new boat. Grâce à cette structure en it, nous avons la mise en relief de a new car. Alors, il faut faire très attention parce qu'il existe d'autres phrases dans lesquelles it apparaît et suivi un petit peu plus loin d'une proposition, par exemple en that. Ça peut être par exemple des phrases qui contiennent une proposition en that extraposée et alors it est cataphorique et renvoie à cette proposition en that qui est souvent le sujet réel alors que it serait le sujet grammatical. Et nous avons aussi ce que j'appelle dans mon manuel des combinaisons fortuites où it est anaphorique, c'est-à-dire qu'il reprend un élément du contexte antérieur et that introduit une proposition qui est une relative épithète d'un nom. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les clivés, le it ne doit être ni cataphorique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas renvoyer à une autre proposition plus loin, ni anaphorique. Il faut bien comprendre que dans It was a new car that I bought yesterday, not a new boat, vous ne pourriez pas dire que it reprend un élément antérieur. Vous ne pouvez pas remplacer it par this ou that. Ça ne marche pas bien. Vous ne pouvez pas non plus dire que it est cataphorique. On ne pourrait pas mettre that I bought yesterday was a new car, not a new boat. Vous n'allez pas dire that I bought, vous allez dire what I bought yesterday was a new car. Donc, dans la structure clivée, il faut bien comprendre que it n'est ni anaphorique, ni cataphorique. On dit qu'il est non référentiel. Il n'a pas de référent, ni dans le contexte antérieur, il n'est pas anaphorique, ni dans le contexte qui suit, il n'est pas cataphorique. Donc, pour ce qui est de la structure dite clivée, c'est-à-dire de la clivée en it, retenir que l'on a un schéma de base en it, plus be, plus élément focalisé, plus proposition en that, plus WH. Et attention, notamment dans le cas des propositions en that, mais aussi parfois en WH, il peut y avoir confusion avec d'autres structures. Donc, dans le manuel linguistique de l'énonciation,
linguistique énonciative de l'anglais, pardon, j'explique en fait comment différencier différents types de phrases contenant it et comment distinguer la structure clivée en it d'autres structures. Maintenant, je voudrais parler des pseudo-clivés. Les pseudo-clivés correspondent à un schéma avec d'abord une proposition subordonnée nominale relative, ou une relative nominale, c'est-à-dire une proposition subordonnée relative qui n'a pas d'antécédent, ou on dit aussi que c'est une relative à antécédent fusionné. Ici, c'est what I bought yesterday. Vous avez donc d'abord la proposition subordonnée relative nominale, ensuite vous avez be, et ensuite vous avez l'élément focalisé, l'élément mis en relief, ce qu'on appelle le focus. Ici, c'est ce qui était à l'origine le COD de buy qui devient attribut, a new car, dans la phrase qui contient la structure pseudo-clivée ici, a new car, et l'attribut du sujet what I bought yesterday. Donc ça, c'est le schéma de la pseudo-clivée. Les pseudo-clivées, ce sont des structures clivées en WH, c'est-à-dire qu'elles contiennent une proposition subordonnée nominale introduite par un élément en WH, et cet élément en WH, what, renvoie au focus. What I bought yesterday, on sait que quelque chose a été acheté. What garde le suspense sur l'objet acheté, et l'identification de l'objet acheté n'apparaît qu'à la fin de la phrase a new car. D'accord? Donc vous avez un what qui est cataphorique puisqu'il renvoie à a new car. Alors attention, vous pouvez aussi avoir des pseudo-clivées dont on dit qu'elles sont inversées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'ordre proposition subordonnée nominale be plus focus, on a l'ordre inverse, c'est-à-dire focus, be et proposition subordonnée relative nominale. A new car was what I bought yesterday serait un exemple de pseudo-clivé inversé. Donc là, très rapidement, je vous ai rappelé ce qu'était une structure clivée et une structure pseudo-clivée. Il faut que vous appreniez à les reconnaître. Cela tombe très fréquemment à l'agrégation et cela pose aussi des problèmes de traduction. Donc, cela peut tomber au CAPES. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt.